Bonjour, cet événement qu'on va suivre par la suite est exceptionnel. Je vais recevoir Aminata Sidibé, qui est une fervente militante de l'écologie en Afrique. On va aborder plusieurs sujets. Ce sera sur une thème de trois interviews séparées qui seront sur la chaîne, dont on parlera de la place de l'écologie en Afrique, de l'histoire, des grands leaders qui ont impacté l'écologie en Afrique avec leur vision et leur rapport pour le continent. Et après, on parlera de l'approche écologique dans le business en général en Afrique, ainsi que du projet Tanganyika. Donc, c'est trois séries d'interviews que je vous invite à écouter l'une après l'autre parce que c'est très enrichissant, très édifiant. Et je pense que vous en prendrez beaucoup, et exactement beaucoup en suivant ces trois vidéos. Et Aminata est juste géniale. Je vous invite à écouter ces trois interviews parce que vous allez apprendre énormément et comprendre que l'écologie a toute sa place. C'est-à-dire qu'on veut avoir une approche panafricaine comme les grands leaders que l'on connaît, que vous allez voir dans des interviews. Vous devez savoir que l'écologie a toute sa place dedans et ne pas mettre ça de côté si on veut avoir un développement inclusif du continent. Donc je vous retrouve dans les interviews qui vont suivre avec Aminata pour vous donner un peu plus de contenu et j'espère vous édifier. N'hésitez pas bien entendu à aimer, partager et à commenter les vidéos si vous en avez envie. C'est Franck Aigné, on se retrouve de l'autre côté pour les interviews. Ciao, ciao. Bonjour, je suis avec Aminata Sidibé. Bonjour Aminata. Bonjour Franck. Merci pour cette opportunité que tu me donnes de pouvoir échanger avec toi sur différentes thématiques qui sont liées à thématiques, je pense, les Africains doivent commencer à regarder ça de près parce que je pense que ça a sa place. Donc c'est l'écologie, hein. Pour ceux qui découvrent, c'est l'écologie. Aminata va nous parler à peu près d'écologie, de la place qu'a l'écologie sur le continent africain, de l'histoire, des grands leaders africains sur l'écologie. Mais avant tout, cet entretien sera en plusieurs phases. Donc plusieurs phases que vous allez découvrir sur la chaîne au fur et à mesure. Donc on va parler de différents sujets qui sont très intéressants. Je vais donc à suivre tout ça au fur et à mesure. Donc sans plus tarder, je vais demander à Aminata de se présenter. Aminata, présente-toi à la communauté, dis-nous ce que tu fais, ton parcours. Voilà, vas-y. Merci déjà, merci d'être venu nous voir pour cette interview. Alors, je suis Aminata, je suis ingénieure en sciences de l'environnement. Aujourd'hui, je suis la fondatrice d'une ONG qui s'appelle Écologie Universelle et d'une entreprise qui s'appelle Écologie Globale. Donc, mon but, c'est d'apporter des solutions aux problématiques de société tout en m'appuyant sur l'écologie, sur le développement durable et sur l'économie sociale et solidaire. D'accord. Aujourd'hui, tu opères dans quelle région? En France, en Occident, en Afrique? Comment est-ce que ça fonctionne tout ça? Alors aujourd'hui, on travaille en France, on travaille également en Afrique. On travaille essentiellement pour l'instant en Afrique de l'Ouest, au Sénégal, au Bénin, au Togo, au Mali, un tout petit peu en Afrique centrale avec le Cameroun. Et on a l'intention aussi de couvrir toute l'Afrique. Toute l'Afrique, super, très bien. Donc tu as un vrai parcours dans l'écologie, l'écologie au sens large du terme. Mais avant de parler de ça, est-ce que tu peux nous parler de pourquoi parler d'écologie en Afrique aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'on doit s'intéresser à l'écologie sur le continent africain? Alors pour moi, c'est même du bon sens. Qu'on s'intéresse à l'écologie sur le continent africain. Avant de créer mes deux structures, j'ai travaillé pour des grands groupes, notamment en usine de recyclage. Et souvent, j'ai eu à participer à des rencontres comme la COP21. Et à chaque fois qu'on parlait d'écologie, du coup, on donnait des solutions à l'Afrique. L'Afrique n'avait pas, en fait, son mot à dire. Donc, c'est dans ces instances-là où j'ai pu voir la supercherie. En outre, pendant mes études, à chaque fois qu'on parlait de solutions écologiques, on parlait de plusieurs pays, de plusieurs continents, mais jamais de l'Afrique, en fait. Aujourd'hui, l'Afrique, 55 États, si on compte le Madagascar, qui émettent moins de 5% de gaz à effet de serre. Et pourtant, c'est le continent qui est le plus impacté par le réchauffement climatique aujourd'hui. On peut le voir à travers les crises migratoires qui sont des migrations dues au réchauffement climatique, à la perte des terres et à la difficulté de l'agriculture pour ces personnes-là. Donc, il est essentiel en fait qu'on s'intéresse à ces problématiques-là aujourd'hui. Donc l'Afrique, presque 55 États, 5%, moins de 5% d'émissions de gaz à effet de serre. Mais quand tu dis que l'Afrique subit aujourd'hui, l'Afrique n'est pas du tout acteur, elle subit les décisions. Dans quel sens? Un exemple par une décision qu'elle subit aujourd'hui dans l'écologie. Quel exemple de toute question? Alors aujourd'hui, quand on
aux États de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, bah, l'Afrique n'a pas grand-chose à réduire, en fait. Et elle subit, elle doit suivre comme les autres. Donc, elle ne peut pas aller au même mouvement que les autres, en fait. Au contraire, les autres doivent s'adapter à son rythme. Et regarder, je pense que ce qui est dommage en Afrique, c'est qu'aujourd'hui, nos dirigeants ne regardent même pas quelles sont les, je peux dire, les actions qu'on peut mettre en place sur le continent pour favoriser un développement écologique durable, pérenne. D'accord. Et ça, je trouve ça catastrophique, en fait, quand on parle de développement, qu'on n'intègre pas l'écologie. Parce que, encore une fois, même le mot écologie, pour moi, ça peut sonner un peu mal à l'oreille de l'Africain. Parce que souvent, les gens, ils me disent oui, mais en Afrique, on doit se nourrir. C'est pas un besoin primaire. Mais en fait, ou quand on nous parle de développement durable, mais un développement, il est forcément durable. Oui. En fait, un développement doit être quelque chose de pérenne. Donc, à mon sens, aujourd'hui, nous devons en fait intégrer ça dans notre façon de faire. Et c'est ce que les anciens ont fait, en fait. La culture africaine, à la base, est une culture très liée à la nature. Justement, quand tu parles d'anciens, ce qu'ils ont fait, est-ce que tu peux nous contextualiser un peu ça, l'histoire de l'Afrique et l'écologie rapidement? Quand tu parles des anciens, de la vision qu'avaient nos anciens sur l'écologie, est-ce que tu peux nous dire un tout petit peu par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de tout ça, en fait? Alors, aujourd'hui, ce que j'aimerais moi rappeler, c'est les peuples, en fait, anciens, que ce soit les Peuls, que ce soit les Yoruba, que ce soit les Daomé. C'est des peuples, en fait, qui ont toujours vécu en harmonie avec la nature. D'ailleurs, les religions ancestrales africaines sont des religions écologiques. Donc, on donne une offrande à la nature. En Afrique, il existe des forêts sacrées. Oui. Donc, des forêts où on doit se purifier pour entrer. On ne rentre pas comme ça. Donc, ça prouve qu'on a en fait un passé écologique et que c'est déjà dans nos gènes. Je trouve ça juste dommage qu'on n'y pense pas tout de suite. Et que quand on nous parle d'écologie, on nous dit oui, mais non, l'écologie, c'est ce que je dis souvent, c'est pas manger bio, trier ses déchets et après, recycler et après avoir un comportement pas très adapté. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a déjà l'écologie de soi. En fait, notre comportement vis-à-vis de nous, vis-à-vis des autres autour de nous, et vis-à-vis de cette terre, en fait. Et moi, en fait, j'aimerais également revenir sur un point qui est très important, parce que souvent en Occident, quand on parle d'écologie, on nous dit il faut sauver la terre. Oui. Alors que la terre n'a pas besoin de nous. Elle va se sauver toute seule. Elle va s'adapter. Voilà, la terre est ultra résiliente. Donc la terre, elle va se sauver. C'est plutôt nous qui allons en pâtir. Donc c'est plutôt souvent nous. La terre va réagir par rapport à comment. Mais elle réagit tout le temps. En fait, la terre, elle réagit tout le temps. Donc sur ça, moi je pense que il y a des preuves historiques qui montrent que les Africains ont toujours vécu avec la nature. Regardons juste les habitats climatiques. Quand on regarde au niveau du Mali, les constructions qui ont été réalisées en terre, donc ça c'était pour s'adapter au climat là-bas. Donc il y a eu beaucoup de biomimétisme en fait également sur tous les exploits. Regardons les pyramides. Ça s'adapte à n'importe quel climat, en fait. Et c'est une preuve. Donc, on a des preuves concrètes. Que l'écologie et l'Afrique ont toujours été proches. Hein. Tous nos ancêtres ont toujours travaillé à ça. Et derrière, en fait, je vais revenir sur certaines choses. Par exemple, en fait, des forêts sacrées, ce qui avait des zones. Moi, généralement, je regardais une vidéo dans le forum de développement de mon village, justement, où les gens se plaignaient que les sources d'eau naturelles sont en train de périr au profit des forages. Et qu'aujourd'hui on fort partout, alors qu'on s'attaque à peut-être de rétablir ou peut-être entretenir les sources naturelles d'eau. Mais derrière, en fait, ça rejoint une question que je vais avoir ton avis dessus. Est-ce que le fait de pouvoir prioriser l'écologie va empêcher le développement? Parce que par exemple, aujourd'hui, les pays qui ont beaucoup pollué dans le passé, les pays qui aujourd'hui sont en train de dire qu'il faut dépolluer, faire de l'écologie, c'est les pays qui sont là occidentalisés, qui sont avancés, qui ont une niveau naturel qui est assez poussé. Là, je parle du cas des sources naturelles du forage. C'est bien sûr qu'on a un forage, un forage, c'est technologique. Il y a plus d'eau, bien sûr. Il y a une technologie qui est différente par rapport aux sources. Est-ce que l'Afrique peut se permettre d'adopter cette approche écologique alors qu'il faut se développer? Alors, moi, je pense que si l'Afrique veut se développer d'une manière pérenne, en fait,
fait, d'une manière pérenne et en continu. Il faut qu'elle s'attaque à l'écologie. Tu as abordé également les pays occidentaux qui reviennent à l'écologie parce qu'ils sont allés à un point de non-retour. Oui. En fait, donc ils se sont développés rapidement et ils sont revenus en arrière parce qu'on ne peut pas avoir une richesse illimitée en fait dans un espace limité. Oui. Donc ça c'est important. Donc si on veut se développer de manière pérenne, ça va prendre du temps, on va y arriver avec l'écologie. Et ça ne veut pas dire également qu'on ne va pas travailler avec la technologie, au contraire, et c'est ce que j'explique, l'écologie ce n'est pas vivre dans les cavernes et manger des patates. Au contraire, on peut utiliser intelligemment la technologie. Par exemple, là, tu as parlé des forages, mais il y a une autre façon de faire. On peut créer des digues, on peut remettre des marigots, on peut recréer tout un environnement parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand on crée le forage, il est là. Oui. Alors que quand on crée des points d'eau, on crée un écosystème. Donc, quand on crée un écosystème, on va avoir d'autres espèces autour qui vont interagir. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est ça qui va permettre d'avoir une pérennité. D'accord, c'est vraiment autour de l'écosystème. Exactement, de tout un écosystème. On parle beaucoup aujourd'hui de la permaculture, de l'agroécologie. Et ces types d'agriculture, en fait, créent un système. Ces types d'agriculture permettent d'avoir tout un écosystème, un environnement. Et les plantes, les espèces interagissent ensemble et ça permet d'avoir une rentabilité, en fait, une meilleure rentabilité que même si on va dans une agriculture classique. Et il faut savoir, aujourd'hui, il y a une supercherie quand on nous parle de l'agriculture conventionnelle. L'agriculture conventionnelle sert à nourrir le bétail. Il faut le savoir. Et qu'aujourd'hui, si on prend le cas de la France, ce que nous mangeons vient des producteurs, des petits et des moyens producteurs. En fait. Donc l'agriculture conventionnelle industrielle, ça permet de nourrir le bétail, mais ça ne permet pas de nourrir toute la population. La population est nourrie avec l'agriculture paysanne. C'est pour ça que l'État met beaucoup de moyens pour l'agriculture paysanne et qu'à chaque fois qu'il y a des grèves, ça les titille. Donc ça, c'est important de le savoir. Il y a une grande supercherie autour de ça. D'accord, on pense en fait que ce que les gros producteurs produisent, c'est pour nous, mais c'est plutôt pour nourrir le bétail. Exactement, c'est pour nourrir le bétail et c'est pour faire de l'industriel, en fait, parce qu'ils vont créer des substances qu'ils vont utiliser dans les plats cuisinés, etc. D'accord. Mais c'est pour aller vers de l'industriel, c'est pas pour quelque chose de durable. D'accord, très bien. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'incohérence, on va dire, entre de garder notre mode de développement traditionnel, on va dire, et d'injecter la technologie en continuant de créer donc des écosystèmes. Exactement. Avec ça. Derrière, mais après, il y a beaucoup de personnes avec qui je discute au quotidien, puisque moi, comme je dis, je fais dans le solaire, et les personnes disent en fait que l'écologie, c'est pas pour l'Afrique. Aujourd'hui, on a d'autres problèmes, comme tu as dit, manger, se nourrir, se vêtir, tout ça, et que l'écologie, c'est une affaire de blanc. Comme on dit souvent, la fête blanc. Mais à t'écouter, on pense bien que l'écologie doit être au centre de nos préoccupations, parce que nos ancêtres le faisaient. Et tel que tu l'expliques aujourd'hui, pour être pérenne dans la durée, il faut qu'on se positionne dessus. Mais est-ce qu'on a le temps? Est-ce qu'on a le temps? Est-ce qu'on a le temps? Est-ce qu'on a l'argent? Est-ce qu'on a le budget? En termes d'économie, est-ce qu'on est capable aujourd'hui de porter une telle vision sur le continent? Alors moi, je pense qu'on est vraiment capable. C'est des questions de priorité, en fait. Parce qu'aujourd'hui, il y a des budgets qui sont votés au niveau des États. Ils ne priorisent pas assez, en fait, ces budgets-là. Il y a des budgets qui peuvent être réorientés. Par exemple, si juste l'Afrique se lançait un plan d'autosuffisance alimentaire et surtout de souveraineté alimentaire aussi, se nourrir par soi-même. Là, on verra tout de suite qu'ils sont capables de sortir les budgets. Donc ça, c'est un premier point. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un développement écologique nous demande très peu de moyens. Quand on fait de l'agriculture conventionnelle, on utilise de l'engrais, on achète des semences tous les ans, parce que ce n'est pas des semences reproductibles, donc on perd beaucoup d'argent, en fait. Alors que quand on est dans une agriculture agroécologique, respectueuse de la nature, là on utilise du compost, tout ce que la nature nous donne, en fait. Et en plus, on utilise des semences reproductibles, c'est-à-dire on va planter une tomate, l'année prochaine, on reprend les graines des tomates, on va replanter. Donc on est en fait dans une évolution avec très peu de moyens. Je pense qu'en fait, il suffit de s'organiser
convenablement et réfléchir en fait une structuration qui va nous permettre d'aller plus loin en fait. Et avec peu de moyens, honnêtement, on peut faire des choses. Souvent, c'est ce que je dis. Par exemple, si on veut également faire travailler tout un village, on peut créer des chantiers de réinsertion. Oui. Il y a des gens du village qui viennent participer. Oui. On peut utiliser ce qu'on a autour. On peut demander aux acteurs, aux experts du village de participer. Je pense qu'il faut se concerter en fait, parce que l'idée, c'est pas de faire seul dans ce coin. Et ça, c'est pas également, aujourd'hui, ça arrive beaucoup dans la communauté africaine. Et c'est malheureux, parce que c'est pas dans nos gènes de faire dans notre coin. On est une communauté, même l'être humain de la communauté africaine. Et on aime bien discuter ensemble. Exactement, prendre des décisions. Et même en fait, dans la structuration de la communauté africaine, quand on prend une décision, c'est autour du chef de village avec ses conseillers. Donc on ne prend pas des décisions comme ça. Et c'est ce que malheureusement nos dirigeants prennent des décisions sans intégrer ces notables, ces chefs de village, ces maires, etc. Et je pense que ça peut nous permettre de réfléchir et de trouver une solution et d'innover socialement. Ta réponse m'amène justement à soulever plusieurs points par rapport à la souveraineté alimentaire. Aujourd'hui sur le continent africain, j'ai lu une étude tout récemment qu'il y a plusieurs terres agricoles très cultivables qui sont rachetées par les grandes puissances, entre guillemets. C'est-à-dire, je crois que le numéro 1, c'est les Émirats Arabes Unis. Après, il y a la Chine. Je crois qu'après, il y a le Qatar ou je ne sais pas, notre pays. Mais tous ces pays-là qui viennent acheter nos terres cultivables chez nous, qui nous empêchent, en fait, entre guillemets, de les cultiver nous-mêmes, cette personne n'a pas les moyens. Est-ce que ça va permettre, en fait, que nous puissions justement atteindre son état alimentaire parce qu'eux, ils viennent acheter pour cultiver, pour envoyer chez eux? En fait, le fait qu'ils viennent acheter, on va plus venir, en fait. Parce que quand ils achètent nos terres, mais du coup, on n'aura plus rien et l'immigration va se poursuivre déjà. Oui, donc ça, c'est. Est-ce qu'ils voient ça? Donc eux, ils ne le voient pas, en fait. Ils ne voient pas les conséquences de cette immigration. Les Émirats Arabes Unis, eux, ils s'en foutent qu'ils achètent. Voilà. Les Africains n'iront pas aux Émirats Arabes Unis, ils vont venir en Italie. Exactement. Eux, ils s'en foutent complètement. Donc c'est vraiment ça. Alors que ce qui est dommage, donc là, ça va être le problème de l'Europe à ce moment-là. Oui. Et moi, ce que je trouve abominable, c'est que nos États laissent faire ces choses-là. Et là, je suis encore d'accord, je suis vraiment d'accord avec toi. Tant qu'on ne règle pas cette histoire et qu'on régularise l'achat des terres chez nous, on aura du mal à atteindre une souveraineté alimentaire. Oui. Moi, je prends le cas qui s'est passé à Podor, qui est un département qui se trouve au nord du Sénégal, et dans une commune qui s'appelle Dodel, qui est la commune de mes ancêtres. Il y a eu les habitants, en fait, qui se sont battus pour récupérer les hectares que l'État avait vendus, en fait, à un pays. D'accord, ok. L'État avait vendu une centaine d'hectares. Et ils se sont battus et ils ont gagné. Et donc, Thomas Sankara disait, quand le peuple se lève, l'impérialisme tremble. Oui. Donc, quand on se lève et qu'on agit, on peut faire bouger les lignes et on peut en fait arriver à notre but. Et c'est ça qui est important, c'est qu'à un moment, c'est malheureux de dire ça, mais de ne pas compter sur l'État. Parce qu'ils sont plus là pour se remplir les poches que pour nous. Mais est-ce qu'on peut faire sans l'État alors? C'est une question, je peux dire, très perplexe, parce que quand même, ils sont là. En même temps, moi, ce que je peux dire, c'est que on a une force, en fait, pour agir. Parce que je regarde juste aujourd'hui la communauté africaine, on entreprend sans attendre que nos États nous subventionnent. Donc, on y arrive. Quand on entreprend, on développe, tu m'as parlé tout à l'heure d'une activité autour de l'énergie renouvelable. Mais tu arrives, je peux dire, à développer un concept là où l'État a échoué. Parce qu'en faisant ça, déjà, tu apportes une énergie verte, mais en plus, tu emploies des personnes. Donc, tu participes à l'économie du pays. Donc, moi, je me dis, on peut agir sans les attendre, en fait. Et quand ils vont voir qu'on agit sans les attendre, ce qui va se passer, ça va être une révolution. On va se dire, mais en fait, ils sont là pourquoi? Vu que nous, on y arrive. Donc, je pense qu'eux, ils ont plutôt intérêt. Intérêt à s'arrimer. Exactement, ils ont intérêt. Après, dans ce contexte de mondialisation, en fait, parce qu'on a une approche globale de mondialisation, c'est-à-dire que les autres pays viennent en Afrique pour cultiver, ramener chez eux. Est-ce qu'au niveau de nos dirigeants, il n'y a pas une certaine dépendance via ces puissances-là? Et est-ce qu'on ne peut pas aujourd'hui
tu vois une approche où nous aussi, Africains, on peut aller faire l'impérialisme chez les autres? Bah, en fait... Peut-être c'est dur comme question, mais je me demande, est-ce qu'on ne peut pas nous aller acheter des terres, ils vont pas peut-être vendre, mais acheter des terres, je ne sais pas, en Chine ou des terres au Bangladesh, j'en sais rien. Ah, mais déjà, eux, ils ont une structure où n'achètent pas des terres qu'ils veulent, en fait. Alors que nous, dès qu'on a un petit billet, c'est bon, quoi. Et c'est même pas structuré, etc. Je pense que, en fait, sur cette question-là, nous devons plutôt penser à intégrer la communauté, en fait, intégrer les peuples, intégrer les communes avant de vendre des terres ou avant d'attribuer en fait des terres à une puissance. Parce que c'est pas, en fait, ces terres sont là avant nous. Oui. C'est pas des terres de l'État. C'est pas des terres... le domaine public, quoi. Exactement, le domaine public. Souvent, c'est des terres même de famille, en fait. Ils vendent sans même prévenir certaines familles. Parfois, il y a des héritages qui n'ont pas été effectués. Ils récupèrent et ils vendent. Donc, quand tu dis, nous, eux, ceux qui, les Occidentaux ou les puissances, quand ils viennent chez nous pour acheter ou récupérer comme ils le souhaitent, nous, on ne peut pas faire ça de l'autre côté. Parce qu'ils régissent bien ici en France. Pour acheter un bien, il y a tout un processus. Tout un processus. Mais chez nous, c'est pas le cas, en fait. Chez nous, on vient, on achète on a un petit billet, et je pense qu'il faut aussi sensibiliser ceux qui vendent. Parce que je discutais avec un ami récemment, il me disait qu'il avait rencontré un agriculteur qui avait vendu ses terres, en fait, pour amener son fils en Europe. Est-ce que vous voyez un peu bien. Alors qu'il a eu la richesse, là, Donc, il a vendu ses terres pour envoyer son fils prendre les bateaux pour venir en Europe. Donc là c'est hallucinant, en fait, de voir, alors que il suffit juste de lui donner un peu les moyens pour qu'il puisse cultiver et développer ça, et son fils peut travailler en perpétuité, tranquillement. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, au niveau de l'agriculture même, n'est pas normé chez nous, en fait. L'agriculture, aujourd'hui, les gens font soit de la monoculture, et la monoculture est dévastatrice. Est-ce que vous avez vu, en fait, une seule espèce déjà sur Terre qui évolue, Non, on a besoin d'interagir avec les autres espèces. Et c'est également le cas dans l'agriculture. Donc ça va être soit de la monoculture, ou on va être dans de l'agriculture avec de l'engrais, avec des graines qui ne sont pas reproductibles. Et du coup, le paysan, il s'appauvrit dans ce type d'agriculture parce qu'il est dépendant des engrais, et il est dépendant des graines, et il est dépendant également de toutes les institutions autour qui doivent donner des financements. Et justement, par rapport à la souveraineté agricole, quand tu parles de ça, justement, j'ai vu un reportage tout récemment sur la guerre des semences. Les semences, en fait, je crois qu'il y a 4 grands producteurs de semences dans le monde qui ont la même mise sur la semence, et on se rend compte en fait que si ces personnes veulent en Afrique, ils veulent qu'on crève en Afrique, on va crever en fait, parce qu'il n'y a aucun genre africain qui fait les semences, et la semence est la base de l'agriculture. Tout à fait. Donc ça, c'est un premier problème que j'ai identifié. Second problème en fait que je vois, quand j'étais au Cameroun tout récemment, je suis allé voir des agriculteurs en fait qui ne respectaient rien. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a une abondance de semences, comme on a dit, les semences qui ne sont pas reproductives, c'est-à-dire on les sème une fois, on les cultive, on a encore acheté pour ressemer. Et derrière, ils utilisent des pesticides et des produits en fait qui permettent, c'était les gens qui faisaient les tomates. Des pesticides en fait qui faisaient avoir de grosses tomates, mais ne respectaient rien. C'est-à-dire, normalement, quand on met des pesticides sur les tomates ou des engrais, le vendeur vous dit, vous attendez, je ne sais pas, 3-4 semaines avant de pouvoir vendre ça sur le marché, le temps que la matière chimique disparaisse. Les personnes ne respectent ça. Donc tout le monde va, et les mecs, quand je leur demande, mais pourquoi si vous ne respectez pas, ils disent, mais la tomate, lorsque je mets l'engrais ou le pesticide dessus, ça va tuer, le pesticide va tuer le petit élément nuisible qui va attaquer ça. Et l'engrais va rendre la tomate belle tout de suite. Et si j'attends peut-être 8-10 jours, peut-être ça va faner et ça va être attaqué. Donc je vends vite. Et derrière, ça pose un deuxième problème de santé publique. Parce que derrière le fait qu'ils ne respectent pas déjà pour moi, je trouve qu'avec les engrais chimiques et les pesticides et tout ça, c'est un problème au niveau de l'agriculture, ça tue le sol comme tu as dit. Et deuxièmement, vu qu'ils font consommer des aliments qui sont encore chimiques à des personnes, ça crée des maladies, des maladies qui n'existaient pas, qu'on voit sortir aujourd'hui. Un autre point aussi que j'ai vu qui m'a un peu choqué,
c'est que les vers de terre, qui sont vraiment un engrais naturel pour le sol, ils sont en train de partir. Tout à fait. Et ça, c'est une catastrophe, en fait. Énormément. C'est une catastrophe, là, pour rebondir sur les différents points que tu as évoqués. Aujourd'hui, quand on nous dit le bio coûte cher, en fait. Moi, je ne suis pas pour le bio conventionnel, etc. Parce qu'il faut savoir que ce bio-là, il y a des résidus de pesticides qui sont quand même autorisés. Voilà, c'est pas très très net, en fait. Donc, on parlait justement de cette souveraineté et de ce problème de semences, de pesticides, d'engrais. Parce que justement, les cultivateurs, comme on disait aujourd'hui, quand moi j'étais sur place, ils n'ont pas cette capacité de comprendre certaines choses. Je ne sais pas s'ils font exprès, hein, mais quand j'ai un ami justement qui vend, il travaille dans une société qui vend des engrais, il expliquait en fait que eux, quand ils vont dans les plantations, ils expliquent bien aux personnes comment il faut utiliser l'engrais et tout ça. Mais d'ailleurs, les gens ne respectent pas. Et d'ailleurs, on a parlé de cette histoire de semence justement, où j'aimerais avoir ton avis dessus. Cette semence qui est la base de toute chose. Sans semence, on n'a rien. Et tu me disais tantôt qu'en Afrique, on n'a même personne qui gère cette affaire de semence-là. Et quand on en parlait aussi, je te disais, moi quand j'étais gamin, moi j'avais cette capacité de voir que les parents, les grands-parents, les tantes qui étaient dans nos villages, nos zones rurales, avaient des semences pour la saison d'après. C'est-à-dire quand ils cultivaient le maïs, elles avaient un grenier de semences pour le maïs la saison d'après. On n'avait pas besoin d'aller en ville acheter les semences. Maintenant, c'est plus le cas. Donc je pense qu'aujourd'hui, on va vers, après je ne sais pas ce que tu en penses dessus, mais on va vers une industrie agricole aujourd'hui qui n'est pas, à mon avis, adaptée à nos cultures locales. Tout à fait, et même pas adaptée à notre tradition et à notre façon de faire. Aujourd'hui, au niveau des semences, il y a des petites tentatives qui se font au Sénégal, où il y a des petites structures qui récupèrent des semences, mais il n'y a pas une organisation panafricaine qui va gérer la souveraineté de nos semences en fait, pour une agriculture durable et respectueuse de la planète. Alors que ça, c'est la base. Aujourd'hui, même si en Europe, on a des institutions qui monopolisent les semences, il y a des tentatives, mais très importantes. Moi, je pense à l'association Cocopelli, à laquelle je suis adhérente, qui au sein de cette association, c'est une grande association qui vend des semences reproductibles. Et à côté de ça, ils ont même des juristes pour plaider pour l'utilisation en fait de ces semences-là. Et pour moi, en fait, là, quand ils nous mettent des lois pour nous interdire d'utiliser ces semences, mais il y a des lois supérieures à ces lois-là, en fait. Donc, on peut aller nous défendre en fait sur ça. Et j'ai l'impression que nos États ne prennent même pas ça au sérieux. Aujourd'hui, avec ces semences et ces engrais qu'on déverse en Afrique, on a des maladies qui n'existaient même pas avant. L'espérance de vie est en train de baisser. C'est extraordinaire, en fait. On a des jeunes qui partent, on a des maladies auto-immunes qu'on n'avait jamais. On n'avait jamais. Moi, ces dernières années, quand je vois l'espérance de vie, surtout des jeunes qui partent avec une maladie qu'on ne connaît même pas. C'est l'alimentation. Exactement, donc tout est dans l'alimentation. Ici, on te dit que ton alimentation soit ton premier médicament. Mais nous, à la base, c'est ça. Parce que quand on va dans le milieu rural en Afrique, les gens consomment ce qu'ils produisent. Tant qu'on ne consomme pas ce qu'on produit et que ce qu'on consomme nous vient des milliers de kilomètres, on va tomber malade. Parce que déjà, là où on vit, ce qui pousse est adapté à nous et à notre environnement. C'est du bon sens. Souvent, quand on parle d'écologie, on dit « Ah, mais c'est difficile à compliquer ». C'est juste du bon sens, en fait. C'est juste du bon sens. Donc, pour ça, on a beaucoup à faire sur cette histoire de semences. On a beaucoup à faire. On doit s'organiser. On doit créer des pôles entre fermes familiales, travailler ensemble. Je disais en fait qu'on va boucler cette partie déjà. Je vais avoir ton avis, des pistes de solutions. Par rapport aux points qu'on a évoqués. Le problème déjà le premier problème, c'est le fait qu'on a constaté que nous, Africains, nous qui sommes sur le continent ou même hors du continent, on est déconnectés de cette réalité d'écologie. Donc comment est-ce qu'aujourd'hui, il faut peut-être ramener l'Africain local ou diaspora à s'intéresser à l'écologie, autant pour soi, même parce que l'écologie c'est à soi, et pour son continent. Premier point. Second point, au niveau de la gouvernance. Est-ce qu'on peut mettre en place pour pouvoir inciter plus nos gouvernants à s'intéresser à ça? Quel levier, hormis le fait que, comme tu as dit, chacun peut le faire de son côté, peut entreprendre de son côté, est-ce qu'il n'y a pas des leviers, des moyens, peut-être au niveau de l'éducation, de la formation, je ne sais pas, pour pouvoir peut-être pousser les personnes à faire ça? Et troisième point dernier, c'est de voir exactement au niveau de cette partie agriculture qui est assez,
chimiques, hein, je dirais, au niveau des semences, des engrais, des pesticides, qu'on utilise à fond, et l'éducation des agriculteurs pour qu'ils essayent de comprendre que ce n'est pas leur bénéfice, qu'ils voient un bénéfice court terme, mais ce n'est pas sur du long terme. Sur ces 3 points, qu'est-ce que tu peux essayer de nous donner comme élément, comme piste de solution pour toi? Pour répondre à ton premier point sur comment sensibiliser des personnes, que ce soit de la diaspora, de la communauté qui vivent en Afrique ou ici, il faut juste les ramener à la réalité, en fait, et les ramener à l'histoire et à la grandeur de l'Afrique, qui, je peux dire, s'est développée avec ses propres ressources, qui a construit des monuments qui sont encore là, présents, témoins de cette époque-là, et qui a des techniques en fait d'agriculture ancestrale qui existent, en fait, que ce soit les outils dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, on a la houe, la daba, ça c'était vraiment des outils qui étaient adaptés à notre sol. Donc les ramener à cette histoire-là, en fait, et leur dire aussi, si le mot écologie leur pose problème, ils peuvent utiliser un autre mot, mais qu'ils sachent que c'est du bon sens, en fait, et surtout s'ils veulent une pérennité que ce soit l'agriculture et même dans leur évolution, ils doivent s'intéresser, tout entrepreneur qui entreprend en Afrique doit s'intéresser à ces problématiques-là. Et quand je parle d'écologie, c'est même pas seulement l'environnement. On a parlé de l'écologie de soi, en fait. Quand les Africains, nous aujourd'hui, on a un problème, quand on collabore entre nous, on pense toujours comment on peut duper l'autre, en fait, comment on peut gagner. Mais là, on est dans l'écologie de soi, en fait. Comment, ce que je veux pour moi, comment je peux le vouloir pour l'autre. Et là, on est dans une relation bienveillante, interactive, qui va nous permettre de nous grandir ensemble. En fait, juste réfléchir à se grandir ensemble. Même quand on fait la négociation c'est toujours comment je vais duper l'autre. Ou même, en fait, être reconnaissant. Parce qu'on manque de gratitude. Moi, je vois beaucoup d'acteurs avec qui j'ai travaillé ou j'ai collaboré. Mais dès qu'ils ont ce qu'ils ont, ils disparaissent. Et même pas un petit merci ni quoi que ce soit. Alors que la gratitude est importante et ça fait partie de notre culture. Donc, juste, en fait, dans tout ce qu'on fait, que ce soit le service ou autre, repenser à notre façon d'occuper le monde, pour changer de paradigme, comme diraient certains. Donc ça, c'est le premier. Donc ça va être par la sensibilisation. Exactement. Ça, c'est vraiment revenir à avant, expliquer, montrer les forêts sacrées sont là, en fait, montrer cette relation-là qui existe en leur expliquant, écoute, c'est pas une histoire de blanc ou autre, c'est quelque chose qui est là, en fait, qui nous a même transcendés, qui nous transcende. Donc si on veut évoluer dans le bon sens, prenons ça en compte. Exactement. Voilà. Donc ça, c'est ton premier point. Sur son second point, quand tu parlais des semences... Des semences et tout ça, l'idée au niveau des semences, ou même comment limiter les engrais qui arrivent sur notre continent, il faut qu'on agisse, je peux dire, en collectif. Parce que seul, on ne peut pas tous, en fait, agir contre, je peux dire, ces mastodontes, etc. Clair. Donc même pour faire décider ces gouvernements-là, il est important de se réunir en collectif. Là, récemment, il y a un collectif qui s'est créé en France où ils portent plainte contre l'État. C'est possible de porter plainte contre l'État, parce que l'État, c'est nous qui les avons mis là. Donc si on n'est pas satisfait, il y a des populations, quand il y a eu des guerres, en fait, dans des pays en Afrique, ils ont porté plainte contre l'État. Est-ce qu'en Afrique, c'est possible de porter plainte contre l'État? L'idée, ce n'est de ne pas aller jusque-là, mais c'est de leur montrer, en se réunissant, en créant des laboratoires d'idées, des think tanks, pour réfléchir sur ces problématiques-là, comment on peut plaidoyer et aussi comment on peut influencer les décisions de l'État. D'accord, très bien. Parce qu'aujourd'hui, dans les gouvernements qu'on peut voir, même en Afrique, il y a des acteurs, en fait, qui influencent les décisions de l'État. Les multinationales influencent les lobbies. Créer un lobby pour le bien-être et le développement écologique de notre continent, ça c'est bien possible. D'accord. En fait. Et de se réunir ensemble et d'impacter encore plus. D'accord, très bien. Donc exactement, tes réponses permettent de conclure, de reprendre 3 points. On a dit, premièrement, déjà, il faut qu'on essaie de reconnecter, nous, Africains, nous reconnecter à notre culture, parce que par essence, on est naturel, l'Afrique, forêt sacrée, source de tout ça. Je pense que ceux qui nous écoutent aujourd'hui, dans leur village, ils se rapprochent, il y a toujours un endroit
qui est forêt sacrée ou non, qui est dans la nature. Donc ça veut dire que par essence, l'Africain est connecté à l'écologie d'une façon ou d'une autre par la nature. Donc il faut juste qu'on explique aux personnes que ça doit être important pour eux. Et tu as parlé derrière aussi par rapport à la réponse de l'écologie de soi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut remettre sur pied les valeurs qui ont fait de ce que l'Afrique est. La gratitude, la reconnaissance, déjà le respect de l'autre qui commence à se perdre beaucoup. Et bon, on ne va pas parler de corruption parce que c'est encore autre chose. Mais je pense qu'il faut que les gens essaient de se resituer, de comprendre que l'écologie de soi, la reconnaissance de l'autre, c'est très important. Et c'est ça qu'on doit cultiver dans la communauté. Je pense qu'il y a une vraie sensibilisation afin de cultiver ça. Le dernier point, justement, pour influencer les décisions étatiques. Tu as parlé de lobby de think tank. Je pense que c'est très intéressant. On peut influencer donc les gouvernants en agissant collectif, collectivement, comme ça se fait partout de toute façon. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a même des lobbies déjà qui sont aussi en train de pouvoir les influencer. Donc, pourquoi pas créer un contre-courant, contre-lobby qui va venir aussi passer ces informations. Et dans ma je ne connais pas aujourd'hui. Donc, peut-être le monde s'intéresser à ça parce que, comme tu as dit, c'est une affaire de survie. Et si la Terre s'adapte, la Terre va s'adapter, comme tu as dit, c'est nous qui allons partir. Exactement. Donc, c'est une question de survie. Je pense que c'est très important d'en parler. On n'en parle pas jamais assez. On n'en parle pas assez, pardon, de l'écologie. C'est pour ça que je voulais qu'on essaie d'aborder ce point sur la chaîne. Et merci Aminata pour tes lumières. J'espère que ceux qui nous écoutent comprendront qu'il n'est jamais trop tard de s'intéresser à l'écologie parce que c'est une affaire de survie en fait. C'est pas de sauver la Terre, c'est de nous sauver nous-mêmes. Tout à fait. Moi, je dirais bravo à toi de t'être intéressé à ce sujet et un grand merci à Fatou, ton élève de l'UPA, qui a vraiment insisté à ce qu'on fasse cette interview-là parce que c'est un sujet très important à développer, à réfléchir, à échanger pour agir ensemble. Exactement. Merci. Donc, pour la petite info, l'EPA, elle a parlé de Fatou. L'EPA, je donne coach professeur à l'école de politique africaine, qui est une école qui forme les futurs leaders africains. Vous pouvez aller regarder sur Internet de quoi il s'agit. Donc, c'est justement un de mes élèves qui a permis que j'en rencontre Aminata. Et Fatou aussi, bon, si elle nous écoute, hein, merci à elle, parce que vraiment, c'est une thématique qui m'est chère. Je pense une thématique qu'on ne parle pas assez. On parle d'argent, de richesse, du business et tout ça. Mais je pense que si on ne s'intéresse pas à la base de l'essence des choses, je pense qu'on va nulle part, quoi. Donc, je pense qu'il faut qu'on repense aux choses importantes. L'écologie en fait partie. Donc, on se retrouve pour la deuxième partie de l'interview. On va parler justement des candidats africains qui ont vraiment eu cette fibre écologique. On va essayer de voir comment est-ce qu'ils ont terminé. Malheureusement, ils ont très mal terminé pour certains. Donc, on va en parler dans la deuxième partie. Donc, je vous retrouve dans la deuxième partie de l'interview. Merci. Merci.